Au Mali, assassinat de Mauritaniens, rien pour l'instant ne permettait d'accuser les soldats maliens. Ce sont les propos du gouvernement malien. Russie, sanction, Poutine prévient des conséquences sur le prix énergétique et alimentaire. On va parler également de la Guinée-Conakry. Des dizaines de partis politiques menacent de descendre dans la rue. On finit par le Togo, élection régionale, nouveau test électoral pour l'opposition. Nos invités sont en place au Russe Donkovi, activiste panafricain. Nous avons également Mme Sophia Kenyonsi Adano, elle est sociologue et analyste politique. Sana Komlan Sadio est également là, il est analyste politique et socio-économique. Chers invités, soyez les bienvenus. Au Russe, vous allez bien? Oui, je me porte bien. J'espère que tout le monde se porte bien aussi chez soi et que voilà, j'espère qu'on ait un bon débat, un bon échange. Madame, vous allez bien? Vous avez bien fêté surtout? Oui, je vais bien, merci. Passé? Oui, tout s'est bien passé. Ouais. Je salue toutes les femmes du monde entier, spécialement les combattantes de l'Afrique et celles du Togo, celles qui sont aux commandes. Ce n'est pas facile de gouverner, de conduire, mais un chapeau à elles. Et ce n'est que par leur génie et que nous aussi nous arriverons en apportant une plus-value à ce qu'elles ont déjà fait. Chapeau à elles. L'irrésistible Sana Sadio Komlan et tout, ça va? Ça va. Non, Sana Komlan Sadio et tout, voilà. Et je n'ai jamais su que j'étais irrésistible. Par rapport aux femmes ou par rapport à qui, je ne sais pas. Ça ne m'engage pas. Ça va? Ah, ça va, Dieu merci. On se porte bien et j'espère que les Togolais aussi se portent bien. Alors, on va honneur donc aux femmes. On va commencer par le Mali et la Mauritanie. La Mauritanie avait haussé le ton contre son voisin mardi en accusant son armée d'actes criminels reculant sur son sol contre les Mauritaniens à la suite de la disparition d'un certain nombre d'entre eux dans la zone frontalière. Et on a vu la réaction du gouvernement malien. Pour le moment, rien ne prouve que c'est l'armée de ce pays qui fait tout ça. Oui, justement, rien ne prouve que c'est les forces maliennes qui ont commis cet acte ignoble. Ces actes sont à condamner et ce n'est pas logique du tout. Et ceux qui alimentent l'opinion et les réseaux avec les écoutes sonores que nous avons entendues ces derniers temps et surtout étant donné que la Mauritanie vient d'ouvrir son port au Mali pour l'exportation du coton. Et bon, ces actes-là sont commis à ces intervalles-là. Donc, du coup, ce n'est pas une bonne chose. Parce que jusqu'alors, il y a la présomption d'innocence au niveau des femmes, bon, à mon niveau, parce que quelle est la preuve que ce sont eux qui ont, ou bien ce sont ces soldats-là qui ont commis ces actes-là? Rien ne le prouve. Donc il faut mener une enquête vraiment sérieuse pour situer les responsabilités. Et si vraiment ces actes se concrétisaient et que bon, c'est les forces maliennes qui ont commis cet acte-là, que ces personnes-là soient jugées selon la loi. Et ces actes extrajudiciaires sont vraiment pas très loués. Parce je vais vous tacler un peu. Vous parlez d'audio sur les réseaux sociaux. Sonore. Et puis bon, les sons sonores qu'on dit que oui, les sons sonores qui circulent. Ce sont les mêmes sons sonores pour le président Ouattara? Non. Ce n'est pas si sonore, on entend bien sa voix. Ouais. Et c'était lui, effectivement, ça a été prouvé. Donc, ce que d'autres médias comme RFI... Prouvé par qui? Prouvé par des spécialistes. Pour le moment, c'est devant la justice malienne. Rien n'est prouvé pour le moment. Si la justice a quand même commencé par rechercher les coupables à ce que la justice soit faite, je crois que c'est quelque chose qui a été vraiment réalisé. Sinon, pourquoi le gouvernement malien s'attacherait à ce genre de trucs pour que les coupables soient poursuivis? Donc, si nous suivons des titres de RFI, par exemple, plus rien ne va entre le Mali et la Mauritanie, moi je dirais que c'est des intoxications. Pour le moment, rien ne le prouve. Donc, le Mali est dans une situation difficile par rapport au terrorisme et aux djihadistes. Bon, n'importe quel bandit peut commettre cet acte-là aussi, étant donné que
Et la zone du nord Mali qui n'est pas jusqu'alors sécurisée. Nous avons encore les forces Barkhane, certaines forces Barkhane qui sont encore là-bas. Nous avons les forces onusiennes qui sont là. Et rien ne prouve que c'est les forces maliennes. Donc le gouvernement malien a bel et bien raison de dire que non, que pour le moment, étant donné que les enquêtes ne sont pas encore réalisées et que ces forces-là sont innocentes. Oui, donc du coup, y compris les djihadistes, les bandits, les terroristes, tout. Donc tout est mélangé dans une casserole. Il faudra arriver à faire la différence. Donc le coup de fil entre le président Assimi Goïta et son homologue mauritanien, je crois que, voilà, et bon, je crois que c'est bon que les deux pays arrivent quand même à s'entendre, parce que si ces propos ou bien ces actes-là s'avéraient vraiment vrai sur excusez-moi la redondance, et sur le terrain, ce n'est pas une bonne chose pour le Mali, parce que le Mali a besoin, et quel est son intérêt à ce moment précis de commettre ces genres de trucs-là? Est-ce que ces gens-là, ces éleveurs-là sont au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment? Bon, c'est des interrogations qui se poursuivent, et les analyses se poursuivent, mais il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour nous situer par rapport à cette situation. Et Sana Sadio, enfin ce coup de fil, parce qu'entre-temps, le gouvernement mauritanien avait accusé celui malien qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il ne décroche pas. Hein. Donc finalement, il y a eu ce coup de fil entre le président Ghazouani de la Mauritanie et le président Assimi Goïta du Mali. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la sortie du gouvernement malien? Non, c'est-à-dire, je retiens essentiellement que tout comme il faut une enquête sérieuse pour déterminer les tenants et les aboutissants et ne pas se fier à un élément sonore, c'est la même analyse que je ferai pour les audios que l'on attribue à M. Ouattara. Parce qu'il y a un principe qui est universel, c'est la présomption d'innocence. Tant que rien et Madame l'a souligné tout à l'heure. Oui. Donc, que ce soit que pour c'est un principe très cher pour la justice, pour l'équité de tous devant la justice. Vous ne pouvez pas être présumé coupable quand aucune preuve n'est brandie. Donc, sur ce point, je semble, ou bien je veux bien rejoindre la version officielle pour dire que c'est trop tôt pour arriver à des conclusions hâtives. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir faire un lien. Ce lien est aussi prématuré entre l'ouverture du port de Nouakchott aux exportations du coton, puisque les mêmes faits se sont déjà produits En janvier. En janvier, où c'était question de 7 Mauritaniens. Si. 7 Mauritaniens. Et ces familles, en ce moment-là, avaient toujours bien aussi accusé les forces, les FAMA, l'armée malienne. On ne sait pas aujourd'hui où l'étape à laquelle se trouve l'enquête par rapport à ces faits, et ceux-ci aussi viennent s'y ajouter. Lorsque l'on parle de ces événements qui arrivent aux frontières entre et la Mauritanie et le Mali, il faut aussi situer cela dans leur contexte précis. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est en guerre contre les groupes armés qui déstabilisent la sous-région et comment dit-on, alimentés en armes à partir de la Libye. Il faut aussi rappeler les origines, d'où sont venus ces groupes armés, parce qu'il fut un moment et la Mauritanie et l'Algérie ont fait face à certains mouvements extrémistes. Donc ils les ont repoussés et ils se sont installés dans le désert malien. Il y a l'histoire qui le dit. Donc à un moment donné, si le terrorisme... Ces mouvements djihadistes sont venus d'où, ça? Non, du Nord Mali ou bien... Non, je veux dire quelque chose de très simple. Ouais. Lorsque vous lisez l'histoire, comment dit-on, de ces groupes armés, à un moment donné, l'Algérie a fait face à des groupuscules armés qui déstabilisaient son pays. Donc quand vous lisez, là, ils ont réussi à les repousser. Et
grâce à cette perméabilité de ces frontières, ils s'installent dans le Sahel à un moment donné, quand ils sont harcelés d'un côté. Mais l'histoire fait qu'à un moment donné, certains dirigeants maliens n'ont pas pris cette menace au sérieux. Vous comprenez? Donc, de ce côté, pas les dirigeants actuels quand même. À un moment donné, je parle de l'histoire, pas celle actuelle. Donc, au vu de, comment on appelle, ces Touaregs qui se partagent ces frontières si facilement, on peut se dire, voilà, ils sont là, ils commettent des actes au Mali. Quand ils sont harcelés, facilement, ils s'en vont se réfugier. En fait, c'est aussi une réalité à ne pas occulter. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ces gens qui ont été assassinés ne faisaient pas vraiment partie des groupes armés? Il y a aussi cette probabilité. Mais on parle plus de commerçants. Des éleveurs. Il faut que cela... En fait, voilà aussi une réalité aussi à ne pas occulter. Ils sont des commerçants officiellement, mais officieusement, que font-ils? Il y a ça, parce que le terrorisme s'est enlisé, se cache dans ces populations touaregs. Ils ont élu domicile dans ces communautés. C'est la vérité aussi, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui nous dit que la face visible, c'est de se présenter comme des commerçants, mais qu'en réalité, ils font partie de ces groupes armés? Donc, je crois qu'il faut être très prudent et ne pas tout de suite sauter et tirer des conclusions hâtives. Alors, on peut se poser aussi tellement de questions. C'est un pays où il y a tellement de force. Aujourd'hui, les gens, toujours sur les réseaux sociaux, puisque les gens en parlent toujours, les gens parlent également d'un complot contre le Mali, viendrait peut-être de la France, encore d'autres puissances ou encore d'autres pays qui veulent déstabiliser le Mali. Bon, rien n'est impossible en fait. Tout est sujet à supputation. Le problème qu'il y a avec le Mali, c'est que vous avez le problème en griffe Touareg. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire le problème Touareg, il n'est pas à la base accolé au problème avec les islamistes. Parce que séculairement, les Touaregs ont été un peuple qui n'ont jamais accepté la vassalité par rapport aux empires qui existaient, notamment son rail et l'empire du Mali. Donc séculairement, c'est un peuple qui a toujours manifesté son indépendance et qui a déjà parfois assassiné des souverains maliens et son rail, justement pour manifester le fait qu'il n'acceptait pas la vassalité. Ça a été ça. Et puis, il faut noter que la construction de nos frontières, elle ne vient pas de nous. C'est des constructions imposées par les puissances coloniales. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un deuxième point que Sana mentionne, qui est celui de l'Algérie. Parce que dans les années 90, il va y avoir un conflit en Algérie, juste parce que justement, il y a des partis islamistes qui vont, avoir l'assentissement des populations, qui s'apprêtent à se faire élire, et le gouvernement militaire algérien les renverse. Donc ils se réfugient dans le maquis. Ce qui fait que, si vous voulez, on va avoir des genres de cellules cancérigènes un peu dans la sous-région. Et puis après, il y a la Mauritanie elle-même. La Mauritanie elle-même, actuellement, a un problème politique parce que le président actuel a un conflit avec l'ancien président. Qui, on le sait, a des liens avec l'armée, a des liens avec les populations et tout ça. Il y a cela aussi. Donc ça veut dire que dans l'appareil d'État et l'appareil militaire mauritanien, il y a déjà des germes de conflit. Et pour finir, il y a, parce qu'on dit des commerçants, on dit des éleveurs. Donc en réalité, de façon générale, on parle de populations nomades. Et de populations nomades qui en réalité font fi des frontières. Elles sont autant mauritaniennes que maliennes, autant maliennes que nigériennes, autant nigériennes que tchadiennes, parce que pour elles, il s'agit d'espace vital où on fait du commerce, où on envoie paître le bétail, et ainsi de suite. Et il y a de la transhumance. Maintenant, le souci, là on peut parler de manipulation, c'est qu'effectivement, comme Madame Adanou le dit,
où se situe l'avantage de l'État malien d'avoir un conflit actuellement avec la Mauritanie alors qu'elle s'apprête à délocaliser une partie de ses transactions au port de Nouakchott? Il n'y a pas d'avantage. C'est pas ce qu'on prend. Je ne sais pas si vous voyez. Le second point, c'est la Mauritanie est réputée pour la formation d'imams rigoristes. Mais la Mauritanie a trouvé l'astuce nécessaire pour faire en sorte que les islamistes ne minent pas, ne minent pas son État. Donc ça veut dire que le problème avec les Mauritaniens, c'est qu'ils ne veulent pas justement qu'il y ait une violence, une intervention, une friction qui déconstruise la stabilité de leur État. Parce que ils ont trouvé un moyen d'avoir un islam rigoriste. Ils sont réputés en formation d'imams. Les gens viennent de partout. Ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent de Turquie, ils viennent du Maroc, ils viennent de zones subsahariennes. Ils sont réputés pour cela. Mais ils ont réussi le tour de force d'avoir un État stable. Donc avoir des populations... est très intéressant. On va juste marquer la pause, si vous le permettez. Au Russe Donkovi, on marque une petite pause et on revient pour la suite.